des investissements lourds dans des projets tels que le Grand Paris ou dans des grosses infrastructures de transport visent à créer de la valeur. On crée de la valeur de développement économique, de la valeur en termes d'activité, de la valeur en termes de recettes ou de recettes fiscales pour les collectivités, pour l'État et tout simplement du développement. Et il faut d'abord mobiliser des fonds avant de créer cette valeur. Alors les sujets qui sont des enjeux pour tout le monde dans ce type de projet, c'est tout simplement qui va profiter de cette création de valeur, qui va la capturer, comment est-ce qu'on peut la monétiser aujourd'hui pour permettre l'investissement en amont. Et pour prendre les choses encore plus en amont que ça, de se poser la question avant de faire tout ça, de se dire, cette création de valeur, quel est notre objectif, quels sont les projets du coup qu'on va faire de manière prioritaire et comment est-ce qu'on va justement essayer de maximiser cette création de valeur. Donc ça, c'est des questions qui sont assez communes, que ce soit sur ce projet, des projets à l'international ou ailleurs. Alors on peut se dire que pour le Grand Paris, les choses sont assez calées. On a identifié un plan de financement, des recettes et de la valeur sur les aménagements fonciers, sur des taxes qui vont être dédiées, qui vont être apportées au financement du Grand Paris, des subventions, les recettes qui vont être perçues de la part des usagers qui vont aussi permettre le financement. Donc on peut se dire, bon, il y a une idée, il y a un équilibre, il y a un plan de financement qui a été mis en place. Pour autant, une chose qui est certaine, c'est que ces projets-là, déjà les projets unitaires évoluent dans le temps, et un programme de projet tel que celui-là va aussi évoluer dans le temps. Donc les choses risquent de bouger en fonction des avancées des différents projets. Et c'est là où je souhaitais prendre 1 ou 2 minutes pour parler d'un exemple à l'étranger, donc à Manchester. On intervient depuis 2005 pour Greater Manchester qui se propose et qui a développé une réflexion et une mise en place d'un fonds de transport. Et l'idée derrière ça était de se dire, se sont mis dans une position de self-help, les collectivités se sont regroupées, se sont dit très bien. On ne va pas attendre des subventions de l'État, on va se mobiliser ensemble avec un seul critère, qui est l'impact économique. Pas socio-économique, pas l'ensemble des critères d'analyse qui sont usuellement utilisés, mais uniquement l'impact sur l'emploi, la productivité, et on va faire en priorité, on va prioriser les projets en fonction de l'impact sur l'emploi. À partir de là, les collectivités ont mobilisé des financements à leur niveau, les ont mis dans un fonds et ont investi sur ces différents projets. Alors, dans l'investissement, il fallait aussi tenir compte dans les analyses des réseaunages. À partir du moment où on faisait des projets de transport, il y avait des zones entières dont les terrains, les bâtis, pouvaient changer d'utilisation, passer dans un mode d'industrialisation, dans un mode de développement de bureaux, dont on a aussi tenu compte dans cette analyse des impacts. Alors ça a permis de mobiliser les fonds. Après, il fallait une gouvernance, évidemment, au niveau de l'ensemble des collectivités qui n'était pas simple à mettre en place, mais de mobiliser des fonds à travers Greater Manchester et de ne pas attendre les subventions de l'État. Pour autant, et c'est là le point d'intérêt, après avoir mis en place ces fonds, il y a eu des discussions entre ce fonds et l'État britannique pour dire bah, très bien, on a investi, on a créé de la valeur. Cette valeur au niveau des collectivités, et on l'a priorisée telle qu'elle, mais aussi de la valeur au niveau national. La valeur au niveau national parce qu'il va y avoir des recettes fiscales, parce qu'il va y avoir des baisses des contributions sociales, parce qu'il va y avoir une amélioration de l'emploi, et donc une négociation à travers la mise en place d'une quantification de cette valeur créée qu'on a mis en place pour qu'il y ait un partage de ces gains et de ces recettes au niveau de l'État qui ont été reversés à Greater Manchester Fund et qui les ont pour autant cernés et identifiés et réalloués à des futurs projets d'investissement dans les infrastructures. Donc ça, c'est un mode de captation de valeur qui a été mis en place récemment au Royaume-Uni et qui fait maintenant référence et qui est répercuté dans d'autres projets en Écosse et ailleurs. Jean de Bigny, qui sera donc ravi de savoir que l'État peut financer beaucoup moins de projets d'infrastructure de cette envergure. Mais plus sérieusement, est-ce que vous pensez que c'est des méthodes qui sont applicables dans des projets tels que celui du Grand Paris? Ou est-ce que vous auriez d'autres types de financement, je pense aux classiques PPP ou autres, qui pourraient permettre d'aller plus vite sur les projets du Grand Paris? Là, il y a plusieurs outils. La loi, heureusement, prévoit et donne beaucoup de latitude à la Société du Grand Paris qui peut emprunter. Donc on voit sur les projets de PPP, de concession aujourd'hui, qu'un des gros sujets de l'État, c'est de se dire, mais attendez, j'emprunte
au niveau des OAT qui sont à des taux faibles, et pourquoi est-ce que j'irais passer à travers des contrats de partenariat ou des PPP ou des concessions où, en apportant ma garantie, on emprunte à des niveaux d'emprunt et des coûts qui sont plus élevés. Donc pourquoi pas directement emprunter, comme la loi le permet, au niveau du Grand Paris, pour financer ces projets au fil de l'eau. Pour autant, c'est pas aussi simple et c'est pas aussi clair en termes d'optimisation. C'est une des possibilités, sachant que les choses évoluent. Tout d'abord, aujourd'hui, il y a un gain entre l'emprunt de l'État et ce qu'il y a à travers des montages de type PPP, mais quand on regarde pré-crise, ce gain n'existait pas, vu qu'on empruntait avec une marge de 5 points de base sur les PPP et les contrats de partenariat. C'est monté à 200 points de base et on est de retour autour de 120-130 points de base. Donc les choses évoluent. Et sur un projet tel que le Grand Paris, on peut prendre des décisions aujourd'hui, mais la réalité, c'est qu'il faudra voir l'état des lieux, le moment où on lance les choses, et de se laisser la flexibilité d'être réactif sur les différents montages, parce que les choses vont vite, on l'a répété tout à l'heure, et il faut savoir être mobile. Les autres éléments de flexibilité liés à ça, c'est de se dire que si le Grand Paris emprunte, on peut du coup passer en maîtrise d'ouvrage public, faire des montages tels quels. Et d'un autre côté, on peut aussi, à travers des contrats de partenariat, déléguer à la fois la conception et la construction et le financement à des partenaires, ce qui, bon, il y a des exceptions comme partout, mais généralement vise à s'assurer des délais et des prix. Et on a vu qu'on est dans une course, et donc ça peut rester un outil assez intéressant. Et il y a aussi des solutions qui sont pour autant existantes aujourd'hui. Tout d'abord, il y a des nouveaux acteurs qui rentrent directement aujourd'hui dans ces modes de financement, donc des assureurs qui sont disponibles pour financer directement des projets. Et puis aussi, il y a des mécanismes qu'on met en place sur les derniers projets par lesquels on bénéficie du transfert de risque en phase de construction pour s'assurer des délais du financement et des prix, mais dès que l'actif est mis à disposition, on peut rebasculer dans un mode où ça serait la Société du Grand Paris qui emprunterait pour rembourser cette dette et bénéficier des financements plus bas, à des taux plus attractifs. Finalement, dans ces projets, l'autre sujet qui est souvent soulevé, c'est le coût des fonds propres. Un partenaire privé apporte des fonds propres, ils sont rémunérés. Et là, nos amis britanniques ont fait le même constat, oui, ils sont rémunérés, ils font de l'argent. Et pourquoi ne pas en profiter? Et donc se proposent dans leur dernière mouture de PPP et de montage d'investir aux côtés du privé pour bénéficier directement des retours sur investissement que font les privés, de partager aussi ce risque et ce reward et cette recette qui vient avec. Donc tout ça pour dire trois choses. Premièrement, gardons la flexibilité. La loi permet de recourir à plusieurs options. Les outils sont là et sachons juste combiner les différents outils qui sont à disposition pour essayer d'optimiser les financements et le coût et la rapidité de mise en place de ces projets. Merci beaucoup, M. Jarbe. Effectivement, il y a pas de mal des pistes de réflexion pour aller encore plus vite.